qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Et soudainement, le président Macron et d'autres leaders occidentaux appellent désormais à un embargo sur les armes envers Israël. Et c'est lui qui dit honte à eux. C'est extrêmement violent. Nous avons Emmanuel Macron qui se fait insulter par Netanyahou parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il devait cesser de livrer les armes à Israël. Vous l'avez compris, nouvelle vidéo réact. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et d'émettre certaines théories par rapport à tout ça. Est-ce que la France va vraiment arrêter de livrer les armes à Israël? Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce qu'ils ne veulent pas se faire plus d'argent? Ou qu'est-ce qui se passe? Une chose est sûre, vraiment, la France ne va pas lâcher Israël. Pour ceux qui disaient oui, enfin la France qui laisse Israël, patati patata, c'est impossible. La France ne peut pas laisser Israël. Israël poursuit ses frappes aériennes et son offensive terrestre au Liban. Des opérations qui suscitent l'inquiétude sur la scène internationale. Emmanuel Macron a appelé une nouvelle fois à la désescalade, mais cette fois-ci, il propose une mesure forte. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Ce samedi, dans la manifestation parisienne en soutien au peuple palestinien et libanais, cette déclaration a plutôt bien été accueillie. Enfin, il était temps, mais il faut que la France aille jusqu'au bout de sa démarche. Si elle arrête d'envoyer des armes à Israël, alors elle doit aussi décider de la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Elle doit décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Même si Paris assure déjà ne pas livrer d'armes à Israël, les propos du président de la République ont déclenché l'ire du Premier ministre israélien. Ce type que vous voyez ici, c'est plus qu'un danger. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. C'est plus qu'un danger. Ces déclarations sont extrêmement brutales. Écoutez. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Et soudainement, le président Macron et d'autres leaders occidentaux appellent désormais à un embargo sur les armes envers Israël. On va revenir sur cette parole. Et c'est lui qui dit honte à eux. C'est extrêmement violent. Et à un embargo sur les armes envers Israël. Honte à eux. Shame on them. L'Élysée dit déplorer les mots excessifs de Benyamin Netanyahou et l'assure, la France est l'ami indéfectible d'Israël. Donc vous avez à peu près compris ce qui se passe. Maintenant, écoutons la réponse, mais surtout c'est plus une sorte d'injonction du moins. Regardons donc l'injonction de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur 7 fronts contre les ennemis de la civilisation. Et c'est cette phrase que je dis que c'est extrêmement brutal. C'est-à-dire, il dit qu'il y a Israël qui est en train de se battre contre les ennemis de la civilisation qui est la sienne. Ça veut dire que les autres, on ne doit pas les considérer comme faisant partie de civilisation. On ne doit pas les considérer comme faisant partie de l'humanité. Ces mots sont d'une violence indescriptible. Qu'est-ce qu'il y a factuellement de différent entre ce qu'il est en train de dire là et ce que disait le moustachu au milieu du siècle dernier? Factuellement, quelle est la différence entre ces paroles et les paroles du moustachu durant la Seconde Guerre mondiale? Qu'on me dise. Et c'est d'autant plus violent quand on réalise que c'est son peuple qui a subi toutes les injustices là, parce qu'il y avait aussi quelqu'un qui estimait qu'il ne faisait pas partie de la civilisation. Et il le dit, contre les ennemis de la civilisation. Nous combattons à Gaza contre le Hamas. Ces sauvages qui ont assassiné, violé, décapité et brûlé des personnes le 7 octobre. Nous nous combattons au Liban contre le Hezbollah, l'organisation terroriste la plus lourdement armée dans le monde, qui planifiait un massacre encore plus grand le 7 octobre sur notre frontière nord et qui bombarde des villes israéliennes depuis près d'1 an. Nous luttons contre les Houthis au Yémen et les milices chiites en Iran et en Syrie qui ensemble ont lancé des centaines de drones et d'attaques de missiles contre Israël. Nous luttons contre les terroristes en Judée et en Samarie et qui tentent d'assassiner les civils au cœur de nos villes. Je demande, même quand vous-même vous avez autant de guerres, vous ne vous posez pas la question sur vous, vous posez plutôt la question sur les autres. Donc il est en train d'expliquer là qu'il y a 7 personnes contre qui ils sont en guerre. Vu qu'il dit qu'il se bat sur 7 fronts, donc les 7 organisations contre lesquelles il se bat sont tous contre eux. Ça veut dire que ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas ce qu'il fait le problème, ce ne sont pas ses actions le problème, ce sont les autres le problème. Et bizarrement, ces organisations-là ne se battent pas les unes contre les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire vous êtes 8 personnes. Dans les 8 personnes-là, il y a 7 personnes qui se battent contre une personne. Mais sur des fronts différents,
différents, dans des secteurs différents, dans des domaines différents, et ils se côtoient, mais pas plus que ça. Ça veut dire que ce n'est pas comme s'ils sont en train de s'organiser pour détruire le type, non. Vous êtes 8, et chacun de son côté combat contre le gars, mais vous, les 7 autres, ne vous battez pas entre vous. Et tous les jours, vous entendez cette personne venir dire que tel m'a fait du mal, tel est en train de me déranger là-bas, tel me fait ceci. C'est toujours la personne, la victime, et jamais elle ne fait rien. À un moment donné, vous allez vous poser des questions. Que bon, il faut que si on doit même vraiment voir cette affaire, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu vas donc appeler chaque personne et dire, bon, pourquoi toi tu te bats contre lui? Pourquoi toi tu te bats contre lui? Mais pourquoi vous vous battez tous contre lui alors que lui ne fait rien? Vous allez poser la question, et quand vous allez enquêter, vous allez vous rendre compte que mais la personne qui prétend être la victime n'est pas toute saine, contrairement à ce qu'elle prétend. C'est exactement la même chose ici. Le gars a des fronts partout. Il continue en disant que, et nous luttons contre l'Iran qui, la semaine dernière, a tiré plus de 200 missiles balistiques directement en Israël, alors qu'Israël combat les forces de la barbarie. Les forces de la barbarie dirigées par l'Iran. Honnêtement, est-ce que ce ne sont pas les mots qui amènent justement à la déshumanisation de certains? Est-ce que c'est pas à cause de ces mots qu'on peut génocider des peuples aujourd'hui et puis voilà, il n'y a pas de souci? Est-ce que c'est pas à cause de ce genre de mots? Est-ce que c'est pas à cause de ce genre de considération? Cette vidéo a été publiée il y a un jour. Voilà, 452 000 personnes qui ont regardé la vidéo rien que sur la chaîne YouTube Le Parisien, et ils entendent les mots comme ça où clairement il fait un schisme entre l'humanité que lui il accepte comme faisant partie de l'humanité, de la civilisation, et les autres qui ne sont pas l'humanité, qui ne sont pas la civilisation. C'est autre chose. Ce sont des extraterrestres peut-être, des reptiliens peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas humains. Et ce sont ces mots qui sont regardés par 452 000 personnes. Jusqu'à, dans ces mots, il y a 6100 likes. Il y a 6100 personnes qui ont dit, on est d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est vrai. Ils ne font pas partie de la civilisation. Nous, on fait partie de la civilisation. Ce n'est pas normal que les non-civilisés attaquent les civilisés. 6100 personnes qui ont liké ça. Il continue en disant que, alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et quelques autres dirigeants occidentaux réclament désormais un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. Quelle honte! Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Israël va gagner avec ou sans leur soutien. Mais leur honte continuera longtemps après notre victoire. En nous défendant contre cette barbarie, Israël défend la civilisation contre ceux qui cherchent à imposer un âge sombre de fanatisme sur nous tous. Rassurez-vous, Israël se battra jusqu'à ce que la bataille soit gagnée pour notre bien et pour le bien de la paix et de la sécurité du monde entier. En même temps, vous allez me dire que s'il n'y a plus d'humains, c'est normal qu'il y ait la sécurité. Ce qu'il est en train de vouloir faire là, je ne sais pas si on peut appeler ça la paix. Ça me rappelle un peu l'intelligence artificielle dans Terminator. La meilleure façon pour sauver la Terre, c'est de finir tous les humains. Pour qu'il y ait la paix sur Terre, c'est d'exterminer tous les humains. C'est la même logique ici. Exactement la même. Bref, il y a quelques commentaires lucides quand même, hein, comme celui-ci dit que ce n'est plus l'hôpital qui se moque de la charité, mais c'est le cimetière qui se fout de la mort. Et c'est de plus en plus étonnant, il a raison. C'est-à-dire que le type vous parle de barbarie, le type vous parle de civilisé et de civilisation. Donc ce sont les gens civilisés qui les soutiennent. Ceux qui ne les soutiennent pas sont des gens non civilisés. Parce que la civilisation, c'est faire ce qu'ils font là. En même temps, qu'est-ce que l'Occident a appris aux gens ces 5 derniers siècles? Voici un commentaire qui souligne ce que je disais. Donc le nouveau Adolphe sans moustache veut nous faire croire qu'il est le sauveur du monde. Vraiment, avec les 600 personnes qui ont liké, je suis d'accord. Parce que les mots qu'il dit là sont d'une rare violence et amènent dans les mêmes dérives de la Seconde Guerre mondiale. Exactement les mêmes dérives. C'est-à-dire une personne qui estime que voilà, ce qu'elle définit comme étant la civilisation, c'est civilisé. Tout le reste n'est que barbarie. Donc tout le reste mérite d'être détruit. Exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui dit que bon, maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que nos téléphones français n'explosent pas. Vous voyez comment est-ce que les technologies qu'ils utilisent pour attaquer les autres peuvent aussi détruire même ceux qui font ces technologies-là, non? Il y a Nathalie Yam qui disait qu'on doit même faire très attention aux outils qu'on achète chez les Américains et les Occidentaux en règle générale. Parce que nos ordinateurs peuvent aussi exploser du jour au lendemain comme ça. Et elle mettait en garde les dirigeants africains. Et elle a tout à fait raison. Avec les déclaration d'Emmanuel Macron, là, à un moment donné, il va se faire convoquer et être mis en examen pour antisémitisme. Parce que pour Netanyahou, tous ceux qui ne le soutiennent pas sont forcément antisémites. Bon, maintenant, au sommet de la francophonie, il y a eu une conférence de presse qu'Emmanuel Macron a donnée. Déjà, moi, ça me fait beaucoup rire qu'on invite les chefs africains, les dirigeants africains pour leur parler des problèmes en Ukraine. Et au Moyen-Orient, c'est quand même aberrant la manière dont on nous traite. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'absence de dignité chez beaucoup de nos dirigeants. Et cette absence de dignité-là, vraiment, ça ruisselle
ça ruisselle comme ça sur le peuple. En même temps, on ne peut pas leur faire confiance, donc on doit se défendre nous-mêmes. Donc, au sommet de la francophonie, il y a un journaliste qui pose une question à Emmanuel Macron. Oui. Ah ben voilà, quelqu'un a le micro. Voilà. Bonjour, bonjour Madame la secrétaire générale, bonjour Monsieur le vice-président, bonjour Monsieur le président. Mathieu Coach, BFM TV. Alors la situation au Proche-Orient, vous l'avez dit, a occupé une partie de vos discussions depuis 2 jours. Et Monsieur Macron, vous avez déclaré dans un entretien à France Inter qu'il fallait cesser de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Alors à qui adressez-vous ce message? Est-ce que le président américain Joe Biden est le premier destinataire de ce message? Et par ailleurs, comment pouvez-vous vérifier que le matériel dit défensif qui est fourni par la France n'est pas utilisé de manière même détournée par Israël dans des frappes sur Gaza ou sur le Liban? Je vous remercie. Excellente question, c'est vrai. Comment il fait pour savoir? Il y a un truc là-dedans qui fait en sorte que dès qu'on utilise l'arme, ça signale. Ou qu'on va utiliser l'arme de manière non permise, ça signale. Je sais pas. Excellente question, mon ami. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer sur le deuxième point que ça n'est absolument pas le cas. Comment? Puisque la question là, c'est comment être sûr. Comment en être sûr? Donc, factuellement, tu n'as pas répondu. Ensuite, je veux simplement dire la cohérence de notre position depuis le début. Nous sommes en solidarité avec la sécurité d'Israël. Et je le dis à 2 jours du 7 octobre, alors même que nous prendrons plusieurs initiatives à cette occasion pour montrer que nous n'oublions rien. Je le dis en ayant une pensée toute particulière pour les familles de victimes et d'otages. Je recevrai moi-même à Paris les familles d'otages et je recevrai françaises, co-israéliennes, et je recevrai les familles de victimes vivantes en France. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères de faire une tournée dans la région. Il sera lundi en Israël et recevra avec un message de ma part les familles franco-israéliennes de victimes. La France, au-delà de ce message de solidarité et réitérant le fait que nous n'oublions rien et que nous demandons la libération des otages, est aux côtés d'Israël et de sa sécurité. Et là-dessus, c'est sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée et j'ai tout de suite accédé à la demande du Premier ministre Netanyahou pour participer à la sécurité d'Israël. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. C'est pas comme si ça aurait été la première fois que vous le faites. En même temps, c'est pas la première fois, donc c'est normal qu'il pose la question. Quand tu parles de bon sens, c'est comme si, voilà, il n'y avait pas de précédent dans l'histoire. Arrête, pas nous. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous, avec les 2 États à la clé. Et pour ce qui est du Liban, nous appelons aussi au cessez-le-feu. Et je note, demeurant, que la semaine dernière, à New York, le président Biden comme moi-même avons endossé un texte de cessez-le-feu, et donc que les États-Unis d'Amérique étaient favorables pour le Liban, que ce texte avait été discuté avec à la fois les composantes libanaises et Israël pour le conclure. Et je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix et pris cette responsabilité, en particulier d'opérations terrestres sur le sol libanais. Et donc oui, si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Sur le Liban, puisque vous m'offrez l'occasion d'en parler, je voudrais là aussi confirmer, comme je l'ai fait dans mon propos introductif, le fait que nous tiendrons donc dans les toutes prochaines semaines cette conférence de soutien qui a vocation à apporter de l'aide humanitaire et à consolider les efforts de la communauté internationale et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser, en particulier le sud Liban. Vous entendez ça, il le dit, vous dites ok, voilà, il a été pris d'un soudain esprit de bon sens, comme il le répète. C'est simplement la cohérence, c'est simplement la logique, c'est simplement le bon sens. D'ailleurs, ils ont vocation à apporter de l'aide humanitaire et à consolider les efforts de la communauté internationale et à apporter aussi des éléments de soutien aux forces armées libanaises pour sécuriser en particulier le sud du Liban, n'est-ce pas? Vous vous dites, tiens, le message il est plutôt cohérent, le message... Pourquoi ce message a l'air si conscient? Et après,
j'ai fini d'écouter et je me dis, tiens, imaginez un instant, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est qu'une théorie, que quelques temps après, on apprend que la France fournissait les armes à la fois à Israël et au Liban. Parce qu'on a tendance à oublier, ils vendent les armes. La France vend des armes. Ça veut dire que, techniquement, là, ils peuvent être simplement en train de faire leur marketing. Vraiment, on doit apporter la sécurité dans le sud du Liban. Donc, les Libanais viennent acheter les armes chez nous. Non, moi je ne vends plus les armes à Israël. Et de toute façon, n'achètent pas les armes chez nous et ils viennent seulement demander qu'au civilisé, alors que nous on veut l'argent. On est en train de parler, mais c'est tout de suite ce que je me suis dit. Alors ça peut être complètement faux, complètement ahuri, mais ça ne me surprendrait pas que d'ici quelques temps on apprend cette information ou que dans quelques années les archives ressortent et on dit ok, pendant que le type était en train de faire ce discours, par derrière, il y avait des contrats d'armement qui étaient passés pour que le Liban achète des armes. Et quand il dit donc refuser de soutenir Israël, là, c'est simplement refuser de donner les armes à Israël, refuser de donner gratuitement. Njor signifie gratuitement. Donc voilà en fait mes théories, voilà ce que je pense de cette affaire. Et c'est peut-être pour ça que Netanyahou se fâche, on n'en sait rien. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son soutien au fait qu'il faut arrêter l'envoi d'armes à Israël. C'est une décision, et je vais être clair là-dessus, qui répond en fait à ses électeurs. Voilà, notamment en raison de la forte communauté musulmane présente en France et d'une opinion publique très peu favorable à Israël. Les manifestations ne s'arrêtent pas. Cette déclaration a rapidement donc fait polémique entre la France et Israël. Il semble que Emmanuel Macron ait enfin pris connaissance des résultats de sondages qui montrent qu'en France, clairement, il y a un soutien très limité pour Israël. L'opinion publique française est très peu en faveur d'Israël. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ça qui pourrait expliquer son choix de séduire une partie de son électorat, notamment en prévision des élections à venir. Peut-être même qu'il a anticipé ça. Macron est déjà en train de réfléchir à des stratégies pour les futures élections, voire à sa succession littéralement à la tête de l'Élysée. Cette position clairement populiste reflète des changements notables dans l'opinion publique française. C'est ça en fait que vous devez noter. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment de voix levées qu'ils se sont dit ok, on va tempérer. Ce contexte politique français intervient au moment où il y a le conflit entre Israël et l'Iran et que ce conflit atteint des niveaux inédits, avec même des suggestions et des possibilités envisagées de frappe nucléaire, ce qui serait catastrophique pour tout le monde. Mais malgré tout, qu'on ne se mente pas, l'initiative de Macron aura très peu d'impact sur la situation globale. Parce que la France n'a plus un poids majeur dans le secteur, et ce depuis longtemps même. Israël reste largement dépendante de son alliance avec les États-Unis pour ses armes et sa défense, malgré les quelques livraisons d'armes françaises. Donc quand il vient bomber le torse, il n'y a pas trop matière à faire techniquement. Et Israël sait qu'elle ne comptait pas plus sur la France, par exemple, que sur les États-Unis. Les États-Unis sont de loin leur meilleur partenaire dans ces guerres. Déjà que plus tôt, Macron avait insisté sur l'importance de suspendre les livraisons d'armes à Israël, les armes qui étaient utilisées dans le conflit à Gaza. Et il estimait qu'il s'agissait d'une mesure clé pour pouvoir éviter l'escalade dans la région. Mais voilà, c'était sans compter sur le soutien massif des États-Unis. Là où moi je voulais attirer votre attention, c'est le fait que cette prise de position de Macron vient net au moment où sa cote de popularité a atteint un plancher historique de 22%. C'est extrêmement bas. Et selon le rapport du journal Le Figaro. Donc c'est vraiment pour avoir un peu plus de sympathie de la part du public. C'est pas parce qu'il pense vraiment aux familles, aux victimes, etc. C'est un politicien, quoi. Tous les discours que vous avez entendus, cette hostilité à destination d'Israël cette année, ça ne concerne pas Gaza. Ça concerne Israël. Ça a toujours... Bravo. On parlait des uns, toi tu dis que ça te... Ça dit ce type, non? Dangereux. Heureusement pour lui qui n'a pas de moustache. Toujours été Israël le problème, l'existence même d'Israël. Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce qu'un marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante. De qui se moque-t-il? C'est l'ONU maintenant qui est une farce méprisante. L'ONU qui a passé son temps à soutenir ces gens avec les plus grosses têtes de l'ONU. C'est-à-dire c'est l'ONU maintenant qui est une farce méprisante. L'ONU, un marécage antisémite, Samantha. Les mots sont quand même plus que forts. C'est fort.
Oui, c'est le discours. Chaque fois que vous critiquez les actions d'Israël ou les actions de Netanyahou, on vous accuse d'être antisémite. C'est comme si vous critiquez Michel Barnier ou Emmanuel Macron et que vous êtes anti-français. Il faut avoir le droit de critiquer Israël. Quand Israël commet des crimes, il faut avoir le droit de le dire. Il faut justement traiter Israël comme on traite tous les autres pays. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que beaucoup de gens à l'ONU qui travaillent avec Israël, qui travaillent à Gaza, qui travaillent en Israël, ont un problème. Vous parlez aux représentants de l'UNRWA, justement, qui sortent de Gaza. Ils disent que dans toute leur vie, ils n'ont jamais vu de conflit aussi meurtrier. Ils ne se sont jamais sentis autant en danger. Mais vous dites ça, c'est l'Occident qui les a encouragés, c'est l'Occident qui les a aidés jusqu'à présent. Ce n'est que la doctrine occidentale qui les applique et applique et applique et applique et applique et applique sous protection toujours de l'Occident. Donc c'est un groupe de personnes qui font en sorte que le type puisse réagir ainsi. S'il était vraiment face à ces mots, vraiment face à ces actions, il ne l'aurait jamais dit, il ne l'aurait jamais fait. C'est parce qu'il sait qu'il est protégé à tous les niveaux, soutenu à tous les niveaux. Et quand vous pensez au personnel, alors il y a eu des gros problèmes avec l'UNRWA à Gaza. Oui. Il y a des gens de l'UNRWA qui travaillaient pour le Hamas, qui ont même été, si je ne me trompe pas, facilités le 7 octobre. Donc il y a de gros problèmes, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que l'Israël respecte le droit international, comme tous les autres pays, et quand elle ne le fait pas, il faut pouvoir critiquer Israël sans être appelé antisémite. Point. Pas critiquer, sanctionner. Les Israéliens n'ont pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire en termes de frappe. La question est en cours de discussion. Je pense que si j'étais à leur place, j'envisagerais d'autres options que de frapper des sites pétroliers. J'envisagerais d'autres options que de frapper les sites pétroliers. Je pense aussi qu'ils ont refusé qu'ils frappent les sites nucléaires. Sophia Mara, d'autres solutions que des sites pétroliers. Alors c'est non pour les sites nucléaires, c'est non pour les sites pétroliers. Alors finalement, qu'est-ce qui va rester ? Rien. On frappe rien. Vous posez la question à qui ? On frappe rien, tout simplement. Qui reste ? On se demande. Oui. Alors déjà pour les sites nucléaires, évidemment que les sites nucléaires, il s'avère que frapper ces sites, c'est quasi impossible parce qu'ils sont disposés de manière éparse, éclatée. Déjà, c'est un archipel de sites. Donc il est difficile en une seule frappe ou deux frappes de venir à bout de ces sites. Et ensuite, et surtout parce qu'ils sont à 80 mètres sous terre pour certains d'entre eux. Par contre, il est toujours possible de les endommager de manière par une cyberattaque. Et ça reste tout à fait possible. Il y a aussi... Est-ce que c'est alors facile ? Vous êtes là en train de donner les possibilités, des options, des trucs, alors que ce n'est même pas vous qui allez faire quoi que ce soit. Vous êtes seulement là à encourager, ils peuvent. Qu'ils fassent alors, on voit s'il n'y aura pas les conséquences. En plus, l'Iran a prévenu que s'il y a encore une quelconque action, cette fois-là, ce sera plus fort. Ils ne vont pas faire exprès de ne pas toucher leur cible. Ils vont directement toucher la zone parce que n'oublions pas, ils ont fait exprès pour qu'un des missiles ne touche pas le Mossad et ils n'ont même pas activé le missile en question. Il n'y a pas eu la déflagration. Ça a seulement frappé le sol et puis c'est tout. Il n'y a pas eu la déflagration dans le missile. Il n'était même pas activé. Mais ils auraient pu en finir avec le principal siège du Mossad. Si des frappes qui pourraient endommager du côté économique ou l'électricité. Oui. Mais là encore, il y a le risque de retourner la population parce que ça aurait un impact direct. Oui. Il y a surtout le risque d'énerver encore plus le gouvernement iranien. Les Iraniens, qui ne sont évidemment pas responsables, pour beaucoup sont opposants, et pas responsables des agissements des mollahs. Enfin, ce qui semble être le plus judicieux, c'est de frapper tout ce qui représente le système répressif iranien, à commencer par les gardiens de la révolution. Vraiment, faut fermer ta bouche. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le sujet principal a été traité. Ça, c'était juste des bonus. Je me disais qu'il y allait avoir des trucs pertinents qui allaient être dit, mais vraiment... Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses par rapport à tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo.